Notre invitée, c'est Linda Kebab. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée nationale unité SGP Police. On va parler de la violence contre les forces de l'ordre. C'est quelque chose que vous dénoncez régulièrement. D'abord, Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, avec ce déchaînement de violence de la part de certains manifestants contre les gendarmes. Il y avait 1700 gendarmes mobilisés pour éviter les heurts, mais ce n'a pas été le cas autour d'une protestation, autour de grandes retenues d'eau. Il y a eu des violences côté manifestants, avec des boules de pétanque, des tirs de mortier sur les forces de l'ordre. Il y a eu une réplique, évidemment, des gendarmes, avec des tirs de LBD qui ont provoqué des blessés sérieux, des tirs de gaz lacrymogène. On est, là encore, face à une escalade de la violence, Linda Kebab. En fait, on n'est pas dans une escalade, on est dans un système violent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce type d'événement, ce type, on va dire, de sitting, je prends le mot très soft pour ne pas utiliser le terme zone à défendre, pardon. ZAD, c'est pas de l'escalade, en fait. C'est clairement une action politique qui vise, en fait, à imposer une idée, la légitimité ou non de ces bassines, ça, à la rigueur, ça ne me regarde pas, mais par une méthodologie bien claire, c'est-à-dire occuper le terrain. Même si là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un terrain privé, c'est un agriculteur qui l'a mis à disposition des manifestants, on va les appeler manifestants à cet instant, mais en tout cas, occuper le terrain et utiliser la violence contre les forces de l'ordre, parce qu'en fait, c'est assez fongible, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'écologie, ou plutôt l'écologisme, et de l'autre côté, la haine des institutions, de l'État, de la République, avec tout ce qu'il y a d'idées anarchistes derrière, évidemment, cette violence, donc c'est pas de l'escalade, attention, c'est bien vraiment un système violent qui tente à vouloir imposer ses idées. 1700 hommes déployés ce week-end, ça veut dire que là, pour le coup, l'exécutif ne veut pas qu'il y ait une installation de ZAD. Ce sont des moyens considérables qui ont été mis en place sur le terrain. Oui, en France, on a malheureusement une triste expérience d'une zone à défendre. Et donc, du coup, évidemment, c'est tout à fait normal de mettre autant de gendarmes. Mais encore, on est en dessous de ce qu'a pu connaître la France, notamment à l'occasion de Sivens, par exemple. Mais 1700, c'est impératif. D'ailleurs, on le voit, le camp est démonté. Il doit rester une cinquantaine de personnes à l'instant où on se parle. Et donc, il y a la nécessité, en fait, de maintenir une présence. Parce qu'on maintient une présence, on exerce, en fait, un rapport de force. Et si on ne met pas des forces de l'ordre, en l'occurrence les gendarmes, sur cette situation, eh bien, on prend le risque de perdre le terrain. Vous pensez que ce sont des gens qui viennent pour faire du mal aux forces de l'ordre, pour s'en prendre aux gendarmes ou à d'autres endroits, aux policiers ? Il y a certainement des gens qui croient fortement à leurs idées et qui viennent s'installer. C'est pas forcément les plus violents. Il y a évidemment des personnes qui viennent régler leur compte sous prétexte d'écologie. Vous savez, c'est un peu le principe des actions violentes. Sous prétexte on agit violemment contre une cible bien nommée. Et là, la cible, elle est habillée en bleu. Ce sont les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'on vous a parlé notamment de ces personnes qui sont fichées S, une quarantaine, qui sont connues parmi les manifestants. Et ça, ce sont ceux qui ont été identifiés très rapidement pendant les affrontements. Donc, si vous avez des personnes qui sont fichées S pour des actions violentes et qu'elles viennent s'installer dans un campement dont on sait pertinemment qu'il va se solder par des affrontements, clairement, la volonté, elle est là de nuire aux forces de l'ordre. Il n'y a pas de volonté écologique. On peut être fiché S pour autre chose que du terrorisme, on est bien d'accord, pour des actions violentes, par exemple. Oui, en fait, S comme surveiller. C'est-à-dire qu'on fiche S les personnes qu'il faut surveiller. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont commis quelque chose. Ça peut vouloir dire qu'elles pourraient commettre quelque chose. Mais en tout cas, ça voudrait dire qu'elles pourraient porter atteinte à la sûreté. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a justement parlé d'écoterrorisme à Sainte-Soline. Est-ce que c'est un mot qui est bien choisi, selon vous ? Alors, est-ce que le mot est bien choisi ? Qu'est-ce que le terrorisme, en fait ? C'est le fait d'imposer ses idées, son idéologie, par des actions violentes, de porter atteinte pas seulement à l'intégrité des personnes, mais aussi des biens, de troubler l'ordre public et finalement de faire passer son message de cette manière. Évidemment, on connaît le terrorisme qui fait le plus parler de lui en France et dans le monde de manière générale, c'est le terrorisme islamiste. Mais de manière générale, il y a d'autres formes terroristes qu'on a connues notamment en France, particulièrement de la part de l'extrême gauche, plus ponctuellement de l'extrême droite, mais elles existent. Pour cette situation, je suis un petit peu embêtée par le propos qui est employé par le ministre, et je suis désolée encore d'en vouloir à mon patron, mais quand on parle d'éco-terrorisme, c'est ça, quand on parle d'éco-terrorisme, donc de terrorisme, ça veut dire qu'on doit donner les moyens aux forces de l'ordre de lutter contre ce terrorisme. Il ne viendrait à l'idée de personne d'imaginer un campement de terroristes islamistes qui narguent les forces de l'ordre sans qu'une charge ne soit donnée. Alors évidemment, il y a des dangers bien particuliers parce qu'on a des personnes qui sont extrêmement armées et totalement déterminées, quitte à mourir, à affronter les forces de l'ordre. Vous pensez qu'il y a des gens qui veulent mourir là, oui, c'est un sujet très politique. Alors il y a d'un côté la question terroriste, c'est-à-dire que si c'est un sujet terroriste, il faut mettre les moyens de lutte contre le terrorisme et particulièrement celui-ci. Donc si le mot devait être approprié, les moyens, eux, ne le sont pas. En revanche, sur cette question-là, question très politique, c'est la question du rétablissement de l'ordre, du maintien de l'ordre. Évidemment, il y a des personnes qui sont déterminées. Je ne vais pas vous refaire la liste de tout ce que ces personnes-là ont préparé.
ou ont prévu de faire. Si. C'est tout ce qu'on a entendu depuis le début de la journée, c'est-à-dire évidemment il y a les boules de pétanque, les cocktails Molotov, les mortiers, mais il y a des personnes qui sont prêtes à mourir. Il y a des personnes qui seraient prêtes à aller en prison. Donc aller en prison, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir violemment, mais surtout c'est qu'il y a des personnes aussi qui ont une expérience, la leur ou celle de leurs comparses des années précédentes, avec des méthodologies extrêmement graves qui ont parfois vocation à découper les jambes des gendarmes. On le sait, on l'a découvert il y a quelques années. Et donc, à Notre-Dame-des-Landes notamment. À Notre-Dame-des-Landes notamment. Eh bien, malheureusement, dans cette situation, dans ce type de situation, on sait pertinemment que c'est politique, parce que si jamais il y a un blessé ou pire, un mort du côté des personnes qui ont participé à ce campement, c'est évidemment une catastrophe pour le gouvernement et pour l'opinion publique. Le problème, c'est qu'on a plus de 60 gendarmes qui sont blessés, dont plus d'une vingtaine très grièvement. On n'est pas passé de loin de la mort de certains. En fait, il faut savoir que les forces de l'ordre ne sont pas des surhommes, ils ne sont pas dotés de facultés physiques supérieures à la moyenne, ils ont juste des protections que beaucoup de personnes d'ailleurs nous reprochent de porter. Mais sans ces protections, je suis certaine qu'on pourrait avoir des morts chez les forces de l'ordre lors d'événements de ce type. Pardon. Et il y a eu des tirs de LBD contre les manifestants, des yeux abîmés. Ça, c'est la riposte légitime des forces de l'ordre? Eh bien, le service pas de gradation. Le maintien de l'ordre, c'est en fait une action collective sous l'autorité. Sous l'autorité d'une personne, une autorité civile, administrative, un préfet en l'occurrence. Donc, dès lors qu'il y a l'utilisation du LBD dans ce type de configuration-là, on ne parle pas forcément de légitime défense. Après, sur l'usage qui a été fait là ponctuellement, il faudrait voir au cas par cas, mais de manière générale, quand on est sur du maintien de l'ordre, c'est un ordre donné, c'est une section qui agit, c'est le commandement de la loi, l'ordre légitime. Et donc, dans ces cas-là, ça voudrait dire que l'État avait toute raison d'utiliser l'armement intermédiaire. Et heureusement, on utilise l'armement intermédiaire en France. Encore une fois, que bien des personnes nous reprochent d'utiliser, je pense qu'on est vraiment un exemple à suivre. Alors, rien n'est jamais parfait, évidemment, tout est perfectible, mais on est vraiment un exemple à suivre quand on voit comment des services d'ordre à l'extérieur, à l'étranger, conduisent très rapidement à des morts, et nous, on n'en veut pas en France. Linda Kebab, vous êtes déléguée nationale Unité SGP Police. Vous n'avez de cesse, depuis des mois, voire des années, de dénoncer la violence qui s'exerce contre les forces de l'ordre. Est-ce que vous avez d'ailleurs, il y a quelques jours, montré sur votre compte Twitter une photo de policiers qui ont été attaqués dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, alors qu'ils étaient en mission. Ils sont tombés dans un guet-apens. Certains ont été grièvement blessés. On voit les stigmates sur ce que vous avez posté sur votre compte Twitter. Est-ce que vous notez une augmentation de cette violence contre les forces de l'ordre dans certains quartiers, mais pas seulement dans certains quartiers? Alors moi, je vous dirais, si je vous dis que je note une augmentation, vous me direz c'est empirique. Moi, en fait, je prends les chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur, qui dit que toute profession confondue, les policiers, de manière générale, les forces de l'ordre, représentent 52% des professions impactées, blessées, agressées, menacées dans l'exercice de leur mission. Première chose. La deuxième, c'est qu'on a une augmentation, en effet, ces 15 dernières années. On est passé, on va dire, du simple au double de policiers blessés en mission. Pas en service, en mission, c'est-à-dire en service commandé. Ça veut bien dire qu'il y a une augmentation, c'est les chiffres qui le disent, mais surtout, il y a une hausse de la violence. Il y a quelques minutes, j'ai tweeté notamment l'histoire... Sur un autre refus d'obtempérer, là, cette fois-ci. Un refus d'obtempérer à Porte de Clignancourt. J'ai envie de vous dire, c'est le lot de 26 000 cas situations par an, 26 000 refus d'obtempérer en France par an. Et qu'est-ce qui s'est passé, alors? Alors, il y a un requérant, tout simplement, Porte de Clignancourt, qui requiert les policiers et qui leur dit « Je viens d'être menacé avec un couteau par le conducteur d'une camionnette ». Et donc, les policiers se rapprochent. Évidemment, il y a un refus clair d'obtempérer. La personne voit les policiers. Plusieurs embardés. Elle tente de percuter la voiture de police, etc. Et il arrive un moment où les policiers parviennent à mettre pied à terre, sauf que la camionnette fonce dans un collègue, le percute et le projette. Il n'a même pas eu la possibilité de prendre du recul, de s'éloigner, de se protéger. Il n'a pas sorti son arme non plus. Et donc, on a un collègue qui a été violenté. Pourquoi? On ne sait pas, en fait. On a une personne qui refuse d'obtempérer suite à un différend, qui est extrêmement violente, qui, au passage, pendant son interpellation, a tenté de mordre les policiers interpellateurs. Et c'est ça, en fait, que nous, on note au quotidien. Ce sont des policiers régulièrement qui nous contactent de plus en plus avec cette violence permanente, cette légitimité presque, ce sentiment d'impunité qu'ont les personnes qui commettent ce type de violence. Et on ressent quelque chose d'assez pernicieux. On se demande parfois si certains discours politiques, si certains discours militants, si certains discours idéologiques ne donnent tout simplement pas un blanc-seing, je dirais même un permis de tuer les policiers. Alors, vous faites peut-être, Linda Kebab, allusion à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises sur la police. Là, et après l'affaire de Sainte-Soline que l'on évoquait il y a quelques instants, il a fait un tweet avec « La police républicaine, point d'interrogation ».
La police n'est pas républicaine. La police est bien plus républicaine qu'il ne le sera jamais, monsieur l'ex-futur Premier ministre. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, en fait, on s'attarde sur monsieur Mélenchon. Il est justement un provocateur, un radical. Il aime diviser la société. Vous savez, c'est le lot de toutes les personnes qui n'aiment ni la nation, ni la République, ni même autrui à part leur propre petite personne. J'ai envie de dire, son propos, à la rigueur, il est pas plus intéressant que ça, si on ne s'y attarde pas. En revanche, derrière, il y a du monde. C'est pas tant son propos qui est embêtant, c'est ce que ça charrie derrière. Et on sait qu'il y a des personnes sur lesquelles M. Mélenchon a beaucoup d'influence. Et régulièrement, on le ressent, notamment dans les quartiers. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de pouvoir dégager un petit peu de temps de travail pour faire un stage avec une brigade de contact à Saint-Denis. Eh bien, lors de l'interpellation d'un dealer d'héroïne, entendez bien, un dealer de mort d'héroïne dans un square d'enfants au milieu d'un quartier, nous avons été pris à partie par des riverains, et notamment une qui a très vite dégainé son téléphone portable, comme si finalement, progressivement, on avait une inversion des valeurs. Alors, heureusement, pour filmer l'intervention. Oui, pour filmer l'intervention, nous reprochant presque d'interpeller un dealer d'héroïne au milieu des enfants, comme si c'était tout à fait normal d'avoir des toxicos et des zombies qui viennent s'injecter leur dose. Évidemment, vous doutez bien qu'ils n'attendent pas de partir pour pouvoir consommer. Eh bien, progressivement, on sent aussi, parfois, dans certains endroits, une partie de la population encore minoritaire, mais extrêmement violente, vindicative, revendicative, à notre rencontre et à notre endroit. Et on sent qu'il y a quand même quelque chose de politique qui s'immisce un petit peu dans la manière et dans la relation qu'il y a entre la police et une certaine partie de la population. Linda Kebab, je le disais, vous êtes syndicaliste policière. Quand vos collègues confient à vous, est-ce que vous notez une forme de désengagement, de démoralisation des troupes à force d'être confrontés à ce type de comportement, les téléphones portables qu'on vous met à 2 cm pour vous filmer? Est-ce qu'il y a cette forme de démission silencieuse que l'on évoque pour d'autres professions ou pas? La perte de sens, la démoralisation, la souffrance psychique, il faut le dire les mots. Souvent, on dit ce sont des métiers forts dans lesquels il ne faut pas aborder certains termes, certains items. Et moi, je vous le dis vraiment, la souffrance psychique, elle est omniprésente dans les rangs de la police, particulièrement ceux qui sont directement confrontés à la violence et à la misère sociale. Mais il n'y a pas de désengagement. Je le dis vraiment sincèrement, c'est pas parce que je suis policière que je le dis, mais je le dis vraiment sincèrement, les Français doivent être redevables à l'égard des policiers français qui sont extrêmement engagés malgré les difficultés, parce qu'on a vu beaucoup de polices mettre sac à terre et démissionner pour moins que ça, pour pas grand-chose, et souvent pour des questions pécuniaires. Et quand vous regardez la plupart des mobilisations de policiers, elles ne sont pas pour des questions pécuniaires ou financières, elles sont toujours pour avoir la possibilité d'exercer leur métier dignement, avec considération et en lui donnant du sens. C'est notamment une des raisons pour lesquelles notre organisation syndicale est fortement engagée dans la lutte contre la politique du chiffre, parce qu'elle fait perdre du sens à la mission de police. Donc oui, démoralisation forte et constante chez les policiers, désengagement, non, et merci à eux. Découragement, vous le disiez, de certains policiers, Linda Kebab, notamment face à une justice qui parfois relâche les délinquants que vous interpellez. On a eu le cas vendredi à Saint-Denis, un individu de 24 ans, connu des services de police depuis de longues années, soumis à une obligation de quitter le territoire français, qui a été interpellé, faute de place en centre de rétention administrative. Il a été relâché. Il a commis une 30aine de faits depuis 2015. Quand vous voyez ça, comment les policiers réagissent? Perte de sens, c'est ce que je vous disais. Et cette perte de sens, elle vient de quoi? Elle vient aussi d'orientations politiques qui ont été prises depuis des dizaines d'années et qui font qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Quand vous avez une personne qui a 30 mentions, qui est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et qui est libérée, ça veut dire libérée, en fait, pour que les gens prennent conscience, c'est que cette personne qui est violente et dangereuse, et dont on dit peut-être potentiellement qu'elle serait psychiatriquement atteinte, puisque jugée irresponsable, ou en tout cas estimée irresponsable, eh bien cette personne se retrouve dans la rue et n'importe qui peut tomber nez à nez avec lui et le subir. Et c'est ce tonneau de Danaïde permanent que l'on vide. Il y a quelques jours, nous étions, notre organisation syndicale, au centre de rétention administrative de la PAF de Saint-Exupéry à Lyon. Le CRA en France, c'est 1600, 1800 places, ça varie. Centre de rétention administrative. Ouais, il y a 100 000 OQTF qui sont prononcés tous les ans. Alors une partie des OQTF sont appliquées sans problème parce que les personnes quittent le territoire d'elles-mêmes sans mesure coercitive. Mais la majeure partie, et notamment ceux qui sont venus déjà en situation irrégulière, je ne parle pas de personnes qui sont venues avec un visa qui aurait expiré et qui potentiellement exerceraient un métier non déclaré. Je parle de ces personnes qui sont tout le temps violentes, qui arrivent avec un profil de délinquance et de criminalité extrêmement élevé et qui, elles, sont en permanence aujourd'hui libérées. Parce que les CRA n'ont pas assez de place, la justice n'a pas les moyens de les emprisonner ou ne sait pas ou ne peut pas. En tout cas, je pense qu'il va falloir un moment que les ministres de la justice successifs
rendez compte, parce que quand on fait des circulaires, et particulièrement les circulaires qui ont aujourd'hui cours en France, à l'heure où je vous parle, les circulaires Belloubet et Dupond-Moretti, qui grosso modo disent, entendez bien, que la prison doit être le dernier des recours, que l'emprisonnement ne se fait qu'en fonction de la capacité hôtelière des établissements pénitentiaires. On sait finalement que les délinquants ne vont plus en prison, et je suis désolée de briser le rêve de millions de petits-enfants qui jouent aux gendarmes et aux voleurs, mais aujourd'hui, le voleur ne va plus en prison. Première chose. Deuxième chose, on a ce problème diplomatique, notamment la question des laissez-passer consulaires avec des personnes qui ne sont pas reprises avec par le pays, avec des pays d'origine, des pays dont ils sont les ressortissants. Et troisièmement, des CRA qui sont débordés, et je tiens à faire passer un message, Madame Ferrari, c'est que autrefois dans les CRA, de manière générale, on trouvait toutes sortes de profils, des personnes qui, mauvais moment, mauvais jour, se retrouvaient sous le coup d'un contrôle et donc étaient mis dans un centre de rétention administrative, par exemple, à l'occasion d'un contrôle dans un établissement, un restaurant ou sur un chantier BTP. Il y avait également des familles. On se souvient, il y a quelques mois, le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il fallait privilégier les profils délinquants. Eh bien, pour être allé dans un CRA il y a quelques jours, ce ne sont plus des CRA, ce sont des centres de détention. Bis. Danger, violence, avec des retenues, c'est pas des détenus, donc ils ont moins de, enfin c'est moins restrictif pour eux. Ils ont une plus grande liberté d'aller et venir dans les centres de rétention. Ils ont une plus grande liberté de manière générale que dans les établissements pénitentiaires. Ce sont des criminels. Oui, ce sont des criminels, mais alors soit ils sont en fin de peine, soit ils n'ont pas été condamnés par la justice, par exemple, comme c'est le cas dont vous avez parlé il y a quelques instants. Mais en tout cas, ce sont des profils qui sont dangereux et criminels. Et donc, on a des personnes qui cassent des miroirs pour s'en servir comme des couteaux, entre eux ou contre les policiers, des lames de rasoir, idem, qui sont violents. Je vous donne un exemple. On a des personnes qui s'injectent des excréments pour se rendre malades afin de ne pas être renvoyées et expulsées chez elles. Donc, à partir du moment où ces profils-là passaient le temps, le délai autorisé à les maintenir en CRA. 90 jours, c'est théorique. En moyenne, c'est 30, 45 jours. 90 jours, c'est très théorique. Juste, je précise, en général, les juges ne permettent ce temps de rétention que pour des profils très précis, notamment des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, etc. Mais de manière générale, ces personnes-là ressortent et les policiers nous disent, finalement, on gère un centre psychiatrique, un centre de détention et des personnes surtout qui très majoritairement ressortent. Et donc, si je précise ça, c'est que la promesse selon laquelle les OQTF seraient bien appliqués et pourraient un jour être parfaitement appliqués, on en est extrêmement loin parce que c'est autant un tonneau de Danaïde dans les centres de rétention administrative que sur la voie publique. L'expérience du terrain pour vous, Linda Kebab. Vous avez été, comme nous tous, bouleversée par la mort de la petite Lola il y a plus de 15 jours, avec le profil de la gardée à vue, de la principale suspecte, une femme en situation irrégulière qui aurait dû être expulsée. Est-ce que le lien, vous le faites encore une fois, entre immigration et délinquance? Le ministre de l'Intérieur l'a fait avec des chiffres, des statistiques. Le président de la République hésite. Est-ce qu'il y a un lien pour vous, policières? Est-ce qu'il y a un lien? Je ne veux pas dire qu'il y a un lien, mais en tout cas 7% d'étrangers en France. Et on a un acte de délinquance sur 2 à Paris, Lyon, Marseille qui sont commis par des étrangers, un peu moins en moyenne nationale. Donc il y a évidemment une surreprésentation des personnes de nationalité étrangère et particulièrement certaines nationalités dans les faits de délinquance et de criminalité de voie publique, violente, etc. Donc ça, c'est un fait. Et une fois qu'on a pris connaissance de ces chiffres-là, que le ministre a d'ailleurs évoqué il y a quelques mois déjà, se rendant compte des faits, eh bien, quelle politique on mène concernant ce drame sur lequel il ne faut absolument pas surfer, mais dont il faut absolument parler. Parce qu'il est aussi symptomatique de quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des lois qui sont très bien faites. Sauf que misérablement, elles ne sont pas appliquées. Et quand j'entends un garde des Sceaux dire, au sujet notamment de la meurtrière présumée de la petite Lola, qu'a priori tout a été fait dans les règles et comme on pouvait, ça voudrait dire tout simplement une chose, c'est qu'il faudrait peut-être prolonger d'abord, la durée dans les centres de rétention administrative, parce que les gens qui y entrent savent pertinemment qu'un mois plus tard, ils en seront sortis. Puisque je vous ai dit, les contraintes qui permettent à un juge, en fait, les critères qui permettent à un juge de prolonger la rétention jusqu'à 90 jours, c'est très restreint. Or, si on dit que finalement l'écras, c'est sans limite de durée, eh ben on va finir par avoir des personnes qui préféreront peut-être enfin aller faire leur passeport ou le montrer pour pouvoir rentrer chez elles. Ça peut paraître chimérique, mais en tout cas, ça voudrait dire juste une chose, c'est qu'on met des moyens coercitifs, des contraintes de l'État, de la même manière qu'on le met sur le citoyen lambda qui s'est fait flasher et pour lesquels le Trésor public arrive toujours à capter son dû. Eh bien, pourquoi ces personnes-là, l'État n'est pas capable de capter son dû, c'est-à-dire de faire appliquer une OQTF, de faire appliquer une peine de prison et de s'assurer surtout que ces personnes ne soient plus en danger? Parce que je ne dirais pas que
contrairement à d'autres qui disent la petite serait vivante, je ne rentrerai pas dans ce type de discours. En revanche, cette dame n'avait absolument rien à faire au moment des faits ici sur le territoire français. Une OQTF a été prononcée par les policiers qui ont très bien fait leur travail. Malheureusement, derrière, les moyens coercitifs de l'État sont totalement insuffisants. On est vraiment loin, je vous le dis très sincèrement, Madame Ferrari, nous ne sommes pas en mesure, en France, de faire appliquer la loi, et en tout cas, l'exécutif ne sait pas le faire. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue défendre vos idées, déléguée nationale Unité SGP Police, dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1.